Bonjour tout le monde, je me présente. Moi, c'est Jean-Philippe Grenier. Je suis directeur du développement logiciel chez Ticketmaster depuis maintenant 8 ans. Salut, moi c'est Jérôme Galliana. Moi je fais de la gestion de projet chez Ticketmaster depuis déjà 12 ans. Je fais partie un petit peu des murs. C'est ça, moi ce qui me botte en tant que gestionnaire de projet, c'est vraiment de travailler en équipe avec l'équipe de Jean-Philippe, l'équipe de développement, l'équipe de produits, à livrer je dirais, des projets de haute valeur ajoutée pour notre clientèle, pour leur permettre de créer, de manager leurs événements, de créer, de manager leurs spectacles. Exact. Donc, vraiment, nous, chez Ticketmaster, notre but, c'est vraiment de bâtir des applications B2B pour nos clients. C'est vraiment, puis nos clients étant les salles de spectacle, dont le Centre Vidéotron, juste ici, c'est un bon client à nous. Puis, vraiment, notre but, c'est vraiment de bâtir des applications afin de les aider à vraiment bien pouvoir gérer leurs événements, mais aussi les planifier et les promouvoir. Donc, on va commencer par une question. Est-ce que vous allez assez vite? Ou est-ce que vous êtes de ceux qui se retrouvent légèrement derrière? Est-ce que vous êtes content de la vitesse à laquelle que vous allez? Puis par vitesse, on ne parle pas de vélocité, de story point brûlé, de lead time, de cycle time. On parle d'impact. Est-ce que vous avez un impact significatif sur vos clients de façon régulière? Est-ce qu'eux sont contents de la vitesse à laquelle que vous allez, de la vitesse à laquelle que vous livrez pour eux? Au final, est-ce que vous avez le sentiment de gagner, le sentiment de battre la compétition? Ou peut-être vous êtes trop lent. Ou du moins, vous avez peut-être l'impression d'aller assez vite, mais au final, vous êtes trop lent, qui fait qu'au final, vous pensez pouvoir gagner, mais en fait, vous êtes dans une position perdante. Vous perdez au final. Et cette question-là, nous, là, chez Ticketmaster, voilà quelques années, on se l'est posée. On n'était vraiment pas content de la vitesse à laquelle on livrait. Pourtant, on livrait des bonnes story points. On avait un output, comme on disait ce matin, un output qui était génial. Mais quand on essaie d'essayer de voir un petit peu le outcome, côté clientèle, là, on sentait qu'il manquait quelque chose. Il n'y avait pas vraiment d'impact qui nous donnait ce sentiment-là de livrer, mais pas forcément gagner. D'être toujours avoir ce petit malaise au fond de nous-mêmes. Donc la question qu'on s'est posée, c'est, on s'est dit, c'est quoi le problème exactement? Est-ce que c'est un problème de méthodologie? Est-ce que c'est un problème de technologie, de framework? Est-ce que c'est un problème de vision de produit? Ou est-ce que c'est un problème tout simplement de grosseur de compagnie? Ticketmaster, on fera voir tout à l'heure, mais c'est une compagnie qui scale at large à travers le monde. Et donc la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'une compagnie de cette envergure ne peut pas forcément aussi bien livrer aussi rapidement qu'une start-up? C'est ça la question qu'on s'est posée depuis un certain nombre d'années. Et peut-être que les méthodologies agiles vont nous aider, on l'espère, à pouvoir s'améliorer, à livrer plus rapidement. Exact. Ce n'est pas parce qu'on est une grosse entreprise qu'on doit être lent, au contraire. Donc, Ticketmaster, comme le disait Jérôme, Ticketmaster, c'est une grosse entreprise. Ticketmaster, c'est la compagnie qui vend le plus de billets au monde. Ça représente 530 millions de billets vendus dans la dernière année. En termes monétaires, c'est 28 milliards de dollars US. Notre compagnie mère s'appelle Live Nation. Live Nation, c'est le plus grand promoteur d'événements au monde. Juste pour montrer l'ampleur, ça représente un événement à toutes les 20 minutes. Il y a un événement Live Nation qui se passe. Donc, nous, notre mission à Ticketmaster, Live Nation, c'est vraiment de donner à tous les fans des moments inoubliables. Pour nous, c'est vraiment les fans qui passent d'abord, puis on veut vraiment que l'expérience pour les fans, que ça part de l'expérience lors de l'achat jusqu'à l'expérience lors de l'événement, que l'expérience soit vraiment incroyable. Je dirais qu'on est des fans nous-mêmes, donc on veut que cette expérience-là soit bonne aussi. On ne fait pas ça juste pour vous. Donc c'est ça, on s'amuse pas mal à faire ça. Et pour revenir un petit peu à notre problème de vitesse, c'est la conscience qu'on a eue au moins de se rendre compte qu'on n'était vraiment pas bon. Pendant que tu prends compte de ça et que tu essaies de t'améliorer au fur et à mesure, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as la compétition qui se rapproche. Nous, dans notre cas, dans notre domaine, on voit dernièrement, je ne sais pas si vous écoutez un petit peu les news, il y a Amazon qui veut se lancer dans la billetterie. Depuis déjà un certain nombre d'années, côté, je dirais, revente, on a StubHub qui nous gruge au fur et à mesure des parts de marché. Ou des plus petites compagnies, style des petites startups, style Eventbrite. Aujourd'hui, le billet là, que vous avez acheté pour venir au Agile Tour, c'est ça. Vous ne l'avez pas acheté chez Ticketmaster, vous l'avez acheté chez Eventbrite.
Donc au final, il faut vraiment se mettre dans une position où on est capable, je dirais, de livrer plus rapidement et finalement de se mettre dans une position gagnante. Parce que ce qu'on voit finalement, et ce dans n'importe quel domaine, ce qui te met dans une position gagnante, c'est tout simplement de livrer rapidement et au final d'être le premier. Donc, on est ici pour vous raconter notre histoire qui n'était pas nécessairement facile, mais donc j'espère que vous allez apprendre un peu de ce qu'on a appris. Donc, comme on vous disait, c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, le Agile Tour. Pourquoi déjà, depuis un certain nombre d'années, on s'est vraiment assis sur les principes agiles et lean pour pouvoir un petit peu nous aider à s'améliorer, à essayer au final de livrer plus rapidement. Donc, on ne va pas passer 3 heures sur cette picture, mais en fait, finalement, un des premiers points, je dirais, un des premiers frameworks d'agilité qu'on essaie de mettre en place, c'est Scrum. On a évolué depuis, bien sûr. Mais je pense que ça nous a permis au moins ce framework-là d'appréhender sur 3 problématiques. La première, qui était clairement de définir nos rôles. C'était quoi le rôle d'un product owner? C'était quoi le rôle d'une équipe Scrum? C'était quoi le rôle d'un Scrum Master? C'était quoi le rôle d'un PMO, d'un chargé de projet? C'était quoi le rôle aussi des différentes personnes qui gravitent autour de l'équipe? Donc ça, c'était le premier aspect, l'aspect personnel. Il y avait là aussi l'aspect organisationnel. Ça nous a permis un petit peu de mieux gérer le temps et appréhender le temps en général. Donc tout ce qui était session de grooming en amont, les sprint planning, que ce soit aussi au day-to-day, tout ce qui était les daily stand-up pour pouvoir un petit peu vérifier l'avancement et essayer de voir un petit peu les points bloquants. Tout ce qui était aussi, j'irais plus en aval, qui était tout ce qui était sprint rétrospective, et pour pouvoir voir un petit peu, c'est ça, s'inspecter nous-mêmes et pouvoir s'améliorer. Donc ça, c'était un petit peu le second aspect. Le troisième aspect, c'était plus comment on aborde le produit. Comment on aborde, je dirais, la prise de requis avec le client et comment ces requis-là, on peut les mettre dans une liste, le travail avec produit, pour pouvoir que ces requis-là soient priorisés et, je dirais, breakdownés, du moins découpés en épiques puis en stories. Donc je dirais que c'est comme ces 3 éléments-là qui nous ont, ce que le Scrum Framework nous a un petit peu permis de connaître. Ceci étant dit, si je te pose la question, JP, toi, d'un point de vue engineering, tu en pensais quoi finalement de ce framework? Exact. Je veux dire, c'était bon. C'était meilleur que Waterfall, on s'entend, mais ça reste séquentiel, ça reste plusieurs étapes, ça reste quand même assez lourd. Bref, on n'avait pas le sentiment qu'on gagnait puis vraiment qu'on battait la compétition à travailler comme ça. Donc, on va vous expliquer un peu notre parcours. Donc, on a commencé Scrum, puis on avait, je dirais, une configuration d'équipe standard, là, je dirais, typique des années 90, où est-ce que les équipes étaient regroupées par silos de compétences, vraiment. Donc, on avait une équipe de spécialistes en assurance qualité, une équipe de spécialistes back-end, front-end, une équipe d'architecture. Donc, c'est ça, ça fonctionnait, mais en même temps, ça ne fonctionnait pas. Puis où est-ce que c'était clair pour moi une journée? Il y a un développeur UI qui est venu me voir, puis il est venu me dire, ça y est, j'ai terminé les dernières tâches sur le projet. C'est un succès, venez, on va aller célébrer. Mais pendant ce temps-là, il y avait un développeur back-end assis juste à côté de lui, qui lui, je le savais qu'il y en avait encore pour quelques semaines, puis les deux travaillaient vraiment sur le même projet. Donc, de voir cette dynamique-là, c'était clair que ça ne marchait pas. C'était clair qu'il fallait qu'on change quelque chose. Donc, on s'attend que finalement, un framework, quel qu'il soit, agile ou pas, ça ne résout pas tous les problèmes. Quand on repart à la base, ce qui fait qu'un projet, je dirais, est un succès ou non, on repart à la base, c'est les gens qui travaillent dans le projet. Et nous, ce qu'on pense, c'est que ce qui prime en premier lieu et avant tout n'importe quel framework, c'est l'entraide. Je veux dire, tu peux pas être tout seul. Du moins, c'est l'entraide qui va t'enabler un petit peu la capacité de pouvoir aller plus rapidement, bénéficier du knowledge des autres, mais au final, quand tu t'aides les uns les autres, c'est le premier élément de ce qu'on pense qui va te permettre, je dirais, de commencer à enabler l'idée de rapidité, de pouvoir livrer, je dirais, de plus en plus rapidement. Donc on est parti, ça a été un des premiers points d'amélioration qu'on a amené. Donc, basé sur cette idée-là, l'entraide. Donc là, est basé sur le constat dont JP vous parlait, là, des histoires de Dev UI versus Dev Backend, et que là, il y en avait qui croyaient qu'ils avaient fini, et que d'autres, finalement, ils n'avaient pas fini. Ce qu'on a essayé de faire, c'est tout simplement d'éclater ces silos. D'éclater ces silos en plus petites entités. Donc, former des équipes de
8, les découper et découper ça en plus petites équipes. Donc dans l'exemple ici, c'est des équipes de 4. Mais surtout et avant tout aussi, pour pouvoir développer ce sentiment d'entraide-là, ça a été aussi de dénormaliser, je dirais, la notion de développement. Il n'y a pas de développement UI, il n'y a pas de développement back-end, il y a du développement. Et ça a été aussi, je dirais, côté knowledge, ça a été de pouvoir un petit peu former nos gens à devenir des devs full stack pour que ces gens-là puissent aussi bien opérer sur la partie service de notre architecture et aussi bien sur la partie UI de l'architecture. Donc ici, ce que ça représente, c'est le nombre de lignes de communication dans une équipe, plus il y a de gens dans l'équipe. Donc, pourquoi qu'on a fait des petites équipes, c'est qu'on le voit que moins qu'il y a de gens, plus que c'est clair, plus que le message circule bien à même l'équipe. Mais plus qu'il y a de gens dans la même équipe, plus que c'est compliqué, plus que le message se perd, plus qu'on a besoin de vraiment de gestion dans l'équipe, de vraiment de coordination. Au final, plus qu'on est lent. Puis, plus il y a de gens dans l'équipe, plus qu'il y a de chefs. Donc, plus qu'il y a de chefs, plus c'est long de prendre une décision. Donc, encore là, ça ralentit ça aussi. Donc, nous, ce qu'on privilégie, c'est vraiment des équipes de 4 personnes, des fois 5, mais encore là, c'est un peu limite, mais des fois 2. On a des équipes de 2, c'est 2 personnes, sont autonomes, vraiment, leur mission est claire, puis ils ont tout ce qu'il faut pour vraiment livrer leur mission. Donc, des équipes de 2, ça marche aussi. Donc si on revient un petit peu à l'écosystème, là, depuis 5 ou 10 minutes qu'on parle, le focus est énormément sur la partie dev. Mais quand on regarde dans l'écosystème d'un projet un peu plus complexe et dans une compagnie de grande envergure, on ne parle pas juste forcément de développement en termes de rôle. On parle aussi bien de ce qu'on voit un petit peu dans les exemples. Produits, UX, architecture, QA, DB, opération et PMO. Donc, après avoir résolu ce problème-là de dénormalisation de qu'est-ce que c'est le faire du développement, on s'est posé la question de dire comment cet écosystème-là, comment celui-ci aussi, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour être un peu plus efficace et pouvoir améliorer notre notion de vitesse. Donc c'est là où, dans l'histoire, un petit peu, le Kanban board et les concept lean sont arrivés un petit peu dans la game. Donc on a laissé un petit peu de côté là, tous les aspects Scrum, on a gardé quand même les principes de base, mais on est arrivé un petit peu avec ce nouveau framework-là, qui est un Kanban. Donc tout simplement, un Kanban, c'est quoi la première idée du Kanban, c'est de visualiser le flow. De visualiser le flow de tout ce qui est rentré en requis jusqu'à tout ce qui sort jusque chez ton client. Et ça permet quoi? Ça permet aussi de visualiser le flow et de mesurer le lead time. Donc mesurer le temps entre ce requis-là, cette super idée qui vient de notre client, ou le problème que le client nous ramène, et le temps qu'on va passer, nous, de notre bord, à pouvoir, je dirais, adresser ce problème-là. Ça nous a permis déjà d'avoir un gros point de mesure, le input et le output. Ça nous a permis aussi de clairement définir par rapport au rôle où est-ce que je dirais les différents acteurs amenaient une valeur ajoutée. Donc bien souvent produit, c'était plus en amont, tout ce qui était prise de requis, etc. etc. De l'architecture, côté architecture, en amont du dev, UX, développement, QA, puis déploiement. Donc déjà, ça a permis un petit peu de clarifier où est-ce que ces gens devaient œuvrer. Et nous, côté gestion de projet, ça a été, je dirais, on s'est fait demander de pouvoir visualiser je dirais le troisième point du Kanban qui est tous les points d'attente. Visualiser le waste, comme on dit là quand on voit dans la définition. Qu'est-ce que c'est le waste? C'est tout simplement que pour passer d'une étape à une autre dans le flow, pour permettre finalement à ta valeur d'avancer, il y a des points d'attente entre chacune de ces colonnes-là. Et ça a été, nous, gestion de projet, d'essayer de visualiser ces points d'attente-là, de visualiser ce waste et de travailler, je dirais, plus niveau coaching avec les équipes pour pouvoir essayer de prendre des points d'action, que ce soit en termes de coaching ou, je dirais, de façon de faire en général, pour pouvoir, je dirais, réduire du mieux qu'on pouvait le waste. Exact. Puis je dirais honnêtement, Lean, ça a été révélateur pour nous, pour être franc. Là. On a clairement vu tout le waste qu'on avait. Honnêtement, on a vu tous les obstacles qu'on avait, toutes les étapes qu'on avait à franchir afin de vraiment devenir une équipe efficace. Pour être franc, on avait une grosse commande devant nous. C'est pas mal ça qu'on va vous présenter. Le plus gros obstacle qu'on avait, c'était avec la qualité. Comme vous l'aviez vu un peu plus tôt, la qualité, c'était l'affaire d'une autre équipe. C'est ces gens-là qui étaient imputables à la qualité, ceux qui stampaient les builds. Donc, pour faire ça, eux faisaient beaucoup de tests manuels. Ces gens-là avaient aussi beaucoup de tests automatisés via l'UI, via un browser.
Ça, c'est le genre de test qui est extrêmement long à rouler. C'est le genre de test qui est instable, qui requiert beaucoup de maintenance. C'est vraiment difficile vraiment à supporter tout ça. Puis, veut pas, les développeurs, lorsque eux, ils savaient qu'il y avait un filet de sécurité à côté, puis que tout allait être retesté de toute façon par une autre équipe après, veut pas, les développeurs faisaient moins de tests unitaires dans le code. Donc, vraiment ici, stamper un build avec ce modèle-là, c'est l'histoire d'une semaine, c'est pas plus. Clairement, ça ne fonctionnait pas pour nous, c'était vraiment notre plus gros waste. Donc, on a vraiment inversé ça. Maintenant, les développeurs font énormément de tests unitaires, énormément de tests intégrés. On a encore quelques tests via l'UI, mais vraiment, je dirais, le minimum. Puis, on a encore quelques tests manuels, mais l'idée, c'est juste de tester manuellement les nouveaux features qu'on s'apprête à livrer. Il faut au moins les essayer une fois. Mais sinon, je dirais qu'on a vraiment confiance en nos tests. On se fie vraiment sur nos tests. Puis maintenant, on est capable de stamper un build en dedans de 30 minutes. Donc, pour faire ces changements-là, on a dû changer, on a dû appliquer certains changements ainsi dans la façon qu'on travaille. Première chose que je dirais, c'est que la qualité, ce n'est pas l'affaire d'une autre équipe ou l'affaire d'une personne. La qualité, c'est l'affaire de tous. Donc, ce qu'on a fait, on a vraiment intégré les spécialistes en assurance qualité dans les équipes de développeurs. On a pris ces gens-là, on en a fait de bons développeurs. Puis, je dirais à l'inverse aussi, ces gens-là, ces spécialistes en assurance qualité-là, ont fait en sorte que nos développeurs sont devenus de meilleurs développeurs. Ils ont vraiment aidé les développeurs à vraiment à penser plus large, penser à plus de cas de tests. Et ils ont aussi aidé vraiment à les aider à vraiment comment bâtir de bons tests aussi. Donc vraiment, c'est un changement qui a été vraiment gagnant-gagnant ici, en plus de nous permettre d'aller plus vite. Donc, en termes de bénéfices par rapport à ce dont JP vient de nous parler, je dirais que le premier item que vous avez vu après avoir parlé du QA Framework, ça a été, on a tout simplement éliminé un silo, on a ramené la gang de QA finalement dans l'équipe de dev. Et quand on parle de waste tout à l'heure, déjà, bam, on vient d'enlever déjà un point de waste, un point potentiel de failure, un point dans lequel tu peux avoir de l'attente et un point dans lequel qui peut t'empêcher finalement de livrer. Aussi, en intégrant ces gens-là à même l'équipe de dev, comme disait JP, on a amélioré la couverture de tests. Du fait que les tests sont maintenant automatisés, qu'est-ce qu'on fait? C'est que le fait de les rouler, on ne les roule plus manuellement, on les roule automatiquement. Donc du coup, ils se roulent beaucoup plus, ils se roulent plus rapidement qu'auparavant, je dirais. Et aussi, sur l'aspect responsabilité, comme on disait, c'est la responsabilité, ce n'est pas l'affaire d'une ou deux personnes. La responsabilité, c'est l'affaire de tous. Et aussi, du coup, il y a plus cette notion de filet de sécurité. Et au final, le fait d'éliminer un silo, le fait aussi d'avoir des tests automatisés fait qu'au final, ton build, tu le mets en prod plus rapidement et au final, tu ships plus rapidement en production. OK. Donc, prochain waste qu'on avait, prochain obstacle, je dirais, c'était avec les opérations. Donc, on n'était pas DevOps à ce moment-là. Ce qui veut dire que si on voulait déployer un build en production, on devait vraiment demander la permission à une équipe de déployer notre build. Ces gens-là, vu leur spécialité, supportaient plusieurs équipes, plusieurs produits. Donc, en plus de demander la permission, on devait attendre notre tour. Donc, on avait de la valeur à livrer, on avait des features à livrer, mais on devait attendre. Clairement, ça ne marchait pas. Donc, ce qu'on a fait, allez deviner un peu, on a vraiment intégré les tâches des opérations dans les équipes. Maintenant, c'est les développeurs qui déploient leur code en production. Avant, c'était un processus très manuel. Déployer, c'était souvent même fait la nuit afin de ne pas impacter les clients. Mais lorsqu'on demande à un développeur de faire une série de tâches manuelles, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va peut-être la faire une fois, mais il ne la fera pas deux fois. Là. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont complètement tout automatisé le flow. Puis aussi, l'application n'était pas conçue pour être déployée de façon uptime. C'était vraiment fait la nuit. La raison, c'est que c'était le problème de quelqu'un d'autre de déployer les builds la nuit. Ce n'était pas le problème des développeurs. Donc, les développeurs, évidemment, personne ne veut déployer la nuit. Donc, je vous dirais, l'application maintenant est conçue pour être déployée à tout moment, en plein jour, sans aucune interruption de service. Puis, on déploie maintenant en production de 5 à 10 fois par jour. Donc, c'est un bon changement versus attendre une semaine peut-être pour que notre build se rende en production. Je dirais aussi, l'aspect DevOps, ce n'est pas seulement les déploiements, c'est tout l'aspect monitoring, alerting, logging, robustesse, résilience. Donc, c'est les développeurs qui sont on-call.
Ce que ça veut dire, c'est qu'encore là, personne ne veut se faire appeler. Donc, ce qu'on fait, c'est que même s'il y a un service sur lequel on dépend, qui lui tombe down, on ne veut pas se faire appeler pour ça. Donc, vraiment, on est toujours up. On gère tous les cas de failures. S'il y a un service qui tombe down, l'application est up, est en mode dégradé, et au moins, on offre du service quand même. Donc, vraiment, je dirais qu'avec ce changement-là, oui, on déploie plus rapidement, mais en plus, l'application, elle a un uptime nettement mieux, je dirais. Juste un petit point que je voulais rajouter. Après, moi, je regardais plus l'aspect coordination et gestion de projet. Ce que j'ai vraiment adoré dans le fait de pouvoir finalement faire un déploiement live en appuyant juste sur un bouton deploy, c'est que nous, avant, quand ça n'était pas en place, côté gestion de projet, c'était un nightmare de devoir coordonner avec les diverses équipes de déploiement, le DBA, le gars support, etc., etc. Le gars était déjà pris sur une autre application en termes de déploiement, donc ça allait repousser au lendemain. Après ça, tu avais le client qui était là, qui commençait à gueuler parce que lui voulait son feature set, mais elle n'était pas disponible, etc., etc. En implémentant un framework dans lequel tu peux automatiser ton build et le déployer automatiquement en prod, tout ça, ça saute. Donc là, quand on parle aussi de waste, là, on vient d'en éliminer un gros et pas un petit, je dirais. Et au final, ben, on devient plus véloce, on devient plus rapide et on ship plus rapidement en production. C'est bon. Donc, prochaine opportunité qu'on avait de s'améliorer, c'était avec l'architecture. On avait de bons architectes, mais ces gens-là étaient loin du côté opérationnel, puis loin du côté maintenabilité. Donc vraiment, puis aussi, je dirais, loin du côté maturité technique de l'équipe. Je veux dire, chaque équipe progresse à sa vitesse, chaque équipe a un certain niveau de maturité côté maîtrise de technologie, côté maîtrise des bonnes pratiques. Puis je dirais, la pire affaire que tu veux faire pour un projet, c'est vraiment forcer une technologie ou forcer des solutions avec lesquelles les développeurs qui vont l'implémenter ne sont pas prêts à ça. Donc, on avait, bref, beaucoup de back and forth avec l'équipe d'architecture pour vraiment trouver un terrain d'entente sur une solution qui était adaptée à nos besoins, tant, oui, à l'équipe, mais tant aussi de façon facile à opérer. Donc, vous allez me voir là aussi, mais on a vraiment intégré l'architecture dans les équipes. Maintenant, c'est les développeurs qui décident de leur propre architecture, c'est eux qui vont l'implanter, c'est eux qui vont coder à l'intérieur de cette architecture-là, ils vont la maintenir et ils vont l'opérer. Donc, ça fait du sens que ce soit eux qui décident de leur propre architecture. Puis, donc, vraiment, ça nous aide vraiment à trouver des solutions plus rapidement qui sont plus appropriées. Je dirais aussi que ça nous a permis de vraiment se lancer dans les architectures évolutives. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le terme, c'est que souvent, on a tendance à vouloir coder maintenant l'architecture qu'on veut dans 1 an ou dans 2 ans. Ou même dans 3 mois, je dirais 3 mois, c'est quand même assez loin. Là. Les besoins changent, les technologies changent. Donc, c'est ce réflexe-là, souvent, de coder une architecture qui supporte beaucoup de besoins pour une architecture, pour un besoin qu'on a aujourd'hui qui est très petit. Donc, c'est vraiment, on a tendance à over-designer une solution, une architecture par rapport aux besoins qu'on a aujourd'hui. Donc, vraiment, ça fait en sorte que c'est beaucoup plus difficile de livrer ces architectures-là. Architecture évolutive, c'est vraiment l'inverse. On a une bonne idée de où qu'on va aller dans 1 an, dans 2 ans, mais on code aujourd'hui l'architecture qu'on a besoin pour le feature qu'on veut livrer. On sait que c'est un pas en avant vers cette architecture-là, mais on ne code pas cette architecture-là maintenant. On sait qu'on va devoir faire du refactoring, mais je vous dirais, avec la qualité des tests qu'on a, avec la confiance qu'on a en nos tests, refactorer, c'est super facile. Avant, ça aurait été impossible. Jamais qu'on aurait pu livrer puis refactorer aussi facilement. Mais avec la confiance qu'on a sur nos tests, là, maintenant, on est capable. Je dirais que le point que je voudrais rajouter un petit peu à ça et qu'on n'a pas dit jusqu'à maintenant, c'est le fait de ramener des gens à devenir finalement des devs full stack. On est parti de QA, on les a ramenés à l'équipe de dev, on est parti de gars support, on les a ramenés dans l'équipe de dev, on a pris des gars d'architecture, on les a ramenés dans l'équipe de dev. Ça aussi, ça a relevé un petit peu le skill set des gens qui ne sont plus forcément maintenant des spécialistes, mais qui sont simplement des gens côté DevOps, des gens côté full stack, et qui sont responsables de bord en bord aussi bien de l'architecture, aussi bien du développement, aussi bien de la qualité, aussi bien du support, aussi bien du déploiement et finalement aussi bien du produit. Ils sont responsables de bord en bord par rapport à ce qu'on livre et ce qu'on développe. Ça, je trouve que c'est une valeur ajoutée qu'on amène aussi.
Donc la question qu'on peut se poser maintenant, on a commencé la slide, la présentation avec côté dev, on a commencé la présentation avec 2 équipes de 8. Là, dans l'exemple qu'on vous montre, on est rendu finalement à 7 équipes de 4. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce n'est pas trop d'équipes tout ça? Nous, en fait, le pari qu'on a fait avec JP et toute sa gang, c'est de dire, nous, ce qu'on pense, c'est que en termes d'efficacité, en termes de gestion, c'est beaucoup, mais beaucoup plus facile de gérer des petites entités de personnes, d'avoir des petites équipes qui sont, je dirais, autonomes, autogérées, versus d'avoir le même nombre de personnes, mais dans 2 gros monolithes d'équipes, où là, on rentre dans les problèmes, comme on faisait voir tout à l'heure, de coordination et d'interconnexion et d'interdépendance. Donc c'est un petit peu le pari qu'on a fait depuis les dernières années, c'est changer d'un modèle, je dirais, d'avoir des grosses équipes de développement versus maintenant des toutes petites équipes super opérationnelles, super indépendantes, qui prennent des décisions rapides et finalement, on revient dans un mindset comme une start-up, à l'image d'une start-up. Une start-up, quand elle commence je dirais, à émerger, on parle de quelques développeurs. Et finalement, c'est essayer un petit peu de répliquer ce modèle. Et nous, je dirais, côté gestion de projet ou côté plus management, c'est juste de s'assurer de garder un petit peu de setter une vision et de tirer un petit peu les rênes à droite ou à gauche pour s'assurer qu'on suit cette vision-là et on suit le chemin pour garder, je dirais, la direction avec laquelle on avance et la direction que la compagnie voudrait vers laquelle on avance. Donc c'est ça un petit peu aussi le output de ce qu'on a. C'est bon. Donc, je dirais, à ce moment-ci, on avait à peu près la moitié du chemin de fait. On avait vraiment amélioré de beaucoup notre exécution. Mais là, maintenant, on devait regarder plutôt en avant, soit avec les clients puis les requis. Donc, ici aussi, on avait une structure standard, là, où est-ce que le client parle aux gens de marketing, que le client parle aussi aux gens des ventes puis aux gens qui le supportent. Ces gens-là rapportent à des hauts gestionnaires les différentes problématiques des clients. Après ça, ça redescend à leurs gestionnaires à eux pour finalement se rendre aux développeurs. Donc, rappelez-vous, lorsqu'on parlait de lignes de communication, plus il y a de gens, plus que c'est compliqué, plus que le message se perd. Plus que le message se perd, ça veut dire que souvent, on n'implémente pas la bonne solution. Je suis convaincu que ça vous est déjà arrivé sur un projet, sur un feature, où vous vous êtes dit, il me semble que ça n'a aucun bon sens ce qu'on est en train de faire, je ne peux pas croire que ça aide quelqu'un. Puis, c'est sûr que ça arrive parce qu'il y a trop de gens impliqués, le message vraiment se perd, puis vraiment, on est loin du client. Donc, nous, la façon qu'on a réglé ça, on a mis le client en contact avec le développeur directement. On a des clients très généreux, comme je le mentionnais, Centre Vidéotron, vraiment très généreux. Aussi, les gens de chez Evenco à Montréal, au Centre Bell, c'est des gens qui nous permettent vraiment d'amener des développeurs dans leur environnement de travail. Les développeurs voient vraiment le client en action, ils voient vraiment les problématiques du client. Puis je dirais que quand le développeur quitte de ces rencontres-là, je vous dirais que le développeur comprend extrêmement bien son rôle dans la mission qu'on lui donne. Le lendemain, il s'en va coder vraiment des lignes de code, puis il sait que ce qu'il est en train de faire, ça va avoir un impact chez le client. Vraiment, il sait à quel point le client il va vraiment travailler différemment une fois qu'il va avoir livré ce code-là en production. Donc, c'est super motivant pour un développeur de vraiment bien comprendre son rôle et de bien comprendre l'impact que lui apporte. Puis, je dirais que c'est doublement gagnant aussi parce que les clients qui sont dans ce mode-là, ce qu'ils nous rapportent, eux, c'est qu'on leur livre des solutions sur mesure. Donc, imaginez la valeur que ça a pour des gens de vente et de marketing qui, initialement, il était assez réticent qu'un développeur parle au client directement. Mais là, quand ces gens-là entendent un client dire « Wow, ce que vous me livrez, c'est sur mesure pour moi », imaginez l'effet de rétention que ça a auprès des clients. Un client qui a une application sur mesure ne voudra pas quitter pour lui. Il ne voudra pas quitter pour une autre compagnie. Donc, vraiment, un effet de rétention immense. Puis ça, c'est entendre ça pour des gens de marketing et vente, vraiment, ça vaut de l'or, là. Donc, vraiment, ce modèle-là, pour nous, a vraiment été vraiment très gagnant. Attends un peu. Oui, OK, tu as autre chose. Là, on est en train de dire que finalement, chaque développeur dans la compagnie va commencer à discuter directement avec le client. Hop, on va prendre un step back. On va remettre un petit peu c'est ça, dans le contexte de la compagnie. Dans un mode startup, je suis sûr que ce que JP montre, c'est ce qui en marche et je pense que c'est ce qui fait la valeur d'une startup. Quand on est dans une plus grosse compagnie,
avec un background, avec une clientèle déjà préétablie. Bon, mais c'est là où je pense que le gestionnaire de produit, le product owner, je pense que il va amener une valeur ajoutée à faire ce pont de communication-là. Ceci étant dit, ce qu'on s'attend du product manager, quand il va discuter avec le client, c'est pas d'arriver avec une pile de requis et de 36 user test acceptance ou acceptance criteria. Non, 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 non. Ce qu'on s'attend là chez Ticketmaster maintenant de product manager, c'est quoi? C'est de focuser sur la problématique. C'est de focuser sur la problématique qui empêche, je dirais, nos clients qui utilisent notre système d'être efficaces. C'est en premier lieu et en tout et avant tout, c'est de focuser à ce niveau-là. Et je dirais de se hooker avec tout le panel de clients et de monter un backlog, non pas de requis ou de requirements ou de user stories, c'est de monter un backlog de problèmes qu'on va finalement qu'on va présenter un petit peu à l'équipe de développement et qu'avec le peu de manpower qu'on a côté dev et UX, on puisse avoir un impact optimal, dans le sens où c'est essayer d'aller chercher un maximum de problèmes pour qu'avec le peu de capacité qu'on a, ça puisse avoir un impact le plus large possible. C'est ça, je dirais, le rôle premier d'un product manager, de ce qu'on s'attend d'un product manager dans notre compagnie. Donc après, si on reparle un petit peu de la proximité, comme présenté tout à l'heure JP, la proximité entre le dev et UX, il y a des choses qui sont super faciles à mettre en place. Exemple, on a Joël qui est au fond là-bas, qui est notre UX, avec nos product managers. À chaque session où il rencontre un client, tout est recordé. Donc on fait une session via Zoom parce que nos clients sont à travers la planète. Donc on a une session Zoom et tout est recordé. Donc là on va leur poser des questions, aussi bien recherche et développement, où on va leur présenter des maquettes qu'on est en train de développer, mais au final tout est recordé. Pourquoi? Parce que ce qu'on fait, c'est un petit peu ce que j'essaie côté gestion de projet de mettre en place, c'est on a des sessions où on va rouler ces recordings, mettons à chaque mois, pour pouvoir essayer de garder ce contact, cette proximité entre une équipe de dev UX et le client. Parce qu'il n'y a pas un centre Vidéotron, je dirais, à côté de chacun de nos centres de développement. Donc il faut trouver, je dirais, un petit peu des façons avec la technologie qu'on a, les médias, la communication, pour pouvoir essayer vraiment d'enabler ce lien de proximité-là. Et après, c'est tout ce que vient de vous dire JP. Ça enable tous ces problèmes-là. Et côté gestion de projet, c'est vu que le panel de clients est assez large, on y va, c'est plus, je dirais, roll-out et livraison. C'est de travailler un petit peu avec toutes les équipes, je dirais, comme on disait, de marketing, faire un plan to market, là, de travailler un petit peu avec eux pour pouvoir un petit peu organiser le roll-out de nos solutions et de nos features. Donc, donc là, ce qu'on a fait depuis tout à l'heure, c'est qu'on a essayé d'enabler au maximum, d'avoir des toutes petites équipes qui soient super autogérées. Si on revient au problème de base où, nous, côté gestion de projet, finalement, on s'est fait demander de visualiser le waste, de visualiser qu'est-ce qui empêchait nos équipes d'être efficaces, de livrer rapidement, d'avoir un impact. Aujourd'hui, où on est rendu, ce besoin-là, il n'est plus là. Je veux dire, on se retrouve avec une séquence vraiment de base que peut-être on va encore améliorer. Mais au final, côté gestion de projet, ce besoin-là de coaching super millimétré, de regarder c'était quoi le waste de chacune des équipes, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'on fait pleinement, entièrement confiance à ces gens-là. Ils sont super efficaces. Donc nous, côté gestion de projet, qu'est-ce qu'on fait? On se retire de ce niveau détail-là. Et là, on revient plus à faire de la gestion de projet standard, plus en amont, côté finance, ou je dirais alignement de programme. Et c'est là un petit peu où on est rendu aujourd'hui par rapport à notre groupe de gestion de projet. Exact. On sort vraiment chargé de projet de l'exécution. C'est ça, je sais bien. Puis les équipes qui s'autogèrent eux-mêmes, puis aussi, c'est vraiment eux, parce qu'avant, on forçait Jira. On s'entend tous que Jira, c'est lent. Puis, c'est les équipes qui décident elles-mêmes comment est-ce qu'ils vont s'organiser. Des équipes qui c'est vraiment juste sur un board avec des post-it, d'autres c'est très lourd. On prend vraiment le plus lightweight, puis c'est elles qui décident comment ils s'organisent. Donc, on avait encore beaucoup de waste. On avait moins de colonnes, mais on avait encore du waste. Je dirais le waste qu'on avait, c'était, ça reste que ce processus-là, c'est séquentiel, ça prend quelqu'un qui écrit des requis. Après ça, cette personne-là passe les requis à la personne UX qui, elle, fait des maquettes. Après ça, les requis et les maquettes sont donnés aux développeurs. Donc, ça reste quand même séquentiel. Puis des fois, les développeurs demandent « Merde, sont où les requis? Ils ne sont pas encore rentrés, les maquettes non plus, qu'est-ce qu'on fait? »
Fait que ça, c'est inefficace. Sinon, ça prend un chargé de projet qui dit, bon, ben, à telle date, ça prend les requis afin qu'on laisse assez de temps à UX de faire les maquettes pour que le dev puisse commencer sans attendre. Donc, c'est soit qu'on organise cette séquence-là ou qu'on se monte un backlog avec des semaines de travail. Mais en faisant ça, on se rallonge beaucoup le lead time, soit le moment entre l'idée et la livraison en production. Donc, on ne veut pas avoir un temps long à ce niveau-là, parce que, encore là, les besoins changent tout le temps. Donc, ce qu'on a fait, on a tout simplement éliminé les requis. Donc, on n'a plus de requis. Ce qu'on fait, c'est qu'on donne des problématiques à résoudre aux développeurs. Les développeurs comprennent bien maintenant la réalité du client. Les développeurs sont aptes à trouver des solutions pour les clients, des solutions adaptées aux clients. Puis, vraiment, je dirais que c'est beaucoup plus motivant pour un développeur que de penser lui-même aux solutions puis d'implémenter ses propres solutions versus d'arriver un matin, bon, ben, j'ai une user story ici avec 35 critères d'acceptance, ça va être ça ma semaine. C'est pas très, on veut pas des doers, on veut pas des mercenaires, on veut vraiment des gens qui sont plus entrepreneurs, vraiment qui arrivent avec des solutions, puis qui les implémentent, puis qui vivent aussi avec ces décisions-là. Donc, la façon qu'on fonctionne, c'est que vraiment, c'est super rapide. On fait un petit meeting, 30 minutes, 40 minutes. On met tout ce beau monde-là dans une salle. On expose la problématique du client qu'on veut résoudre. Puis, vraiment, on brainstorm tout le monde ensemble. Il n'y en a pas un qui pousse une solution plus que l'autre. C'est vraiment un échange. Puis, je dirais après ça, on itère, mais surtout, on expérimente. Donc, vraiment, on essaye des solutions. Comme je le disais, on ship en production à tous les jours. Donc, si on veut du feedback de clients, on en a à tous les jours. Donc, c'est facile pour nous, avec ça, de voir si on doit, premièrement, continuer dans ce chemin-là. Mais aussi, les clients, ils vont nous dire aussi, là, hey, c'est parfait, vous avez réglé le problème, j'en ai d'autres problèmes à régler. Fait qu'en même temps, ils nous aident avec notre priorisation des features qu'on veut livrer puis des problèmes qu'on doit régler. Donc, puis je dirais aussi... lorsqu'on regarde un start-up, c'est ça. Un start-up, tu as 5-6 personnes dans un start-up. C'est pas vrai que les développeurs dans un start-up vont dire s'il te plaît, toi, à côté de moi, j'aimerais ça que tu écrives les requis pour que je puisse commencer. C'est un start-up, c'est tout le monde jase, ça y est, je sais qu'est-ce qu'on doit faire, j'ai une idée, venez, on va l'essayer. On se lance, puis on essaye, puis vraiment on expérimente. Donc, on n'a pas, on réussit vraiment à recréer le modèle de start-up, mais à vraiment à plus grande échelle. Puis, franchement, on est très satisfait de ce modèle-là. Donc, si on essaie de summariser un petit peu ce que tu viens de nous faire voir, JP, on parle en termes de processus. Du processus, finalement, au final, là où on est rendu, il n'y en a plus vraiment. Je dirais que c'est tout simplement, si on pouvait appeler ça un processus, moi, je n'appelle pas ça un processus. J'appelle ça plutôt adresser un problème. Donc, en amont, comme on disait, on a un problème. On doit faire face à un problème. Un client nous ramène un problème. On va s'asseoir avec l'équipe, le product, avec la gang de développement, on va s'asseoir ensemble. On va faire un léger grooming. On ne va pas faire un grooming pour dans 20 ans. On va faire un grooming pour une solution qui va amener de la valeur de suite. Dès qu'on s'entend sur c'est quoi l'objectif qu'on va atteindre en sortie de ce grooming-là, on va faire une expérimentation. On va faire une expérimentation. On va commencer à faire des livraisons, je dirais, récurrentes. Dès qu'on a quelque chose de tangible, quelque chose qui tient un petit peu la route, on va commencer à aller chercher du feedback. On va commencer à aller chercher du feedback de la gang de UX pour savoir si on développe un front-end, est-ce que ça fait du sens. Dès que c'est un petit peu plus solide, peut-être qu'on va chercher du feedback côté product. Et ensuite, au final, quand on a quelque chose qui est plus utilisable, qui amène vraiment une valeur ajoutée à notre clientèle et qui a un réel impact, c'est là où on va livrer ça à la clientèle, on va livrer ça sur le marché et on va commencer aussi à aller chercher du feedback de la part du client. Et au final, des processus en tant que tel, il n'y en a plus. C'est là où on est rendu aujourd'hui. Je dirais qu'ils nous ont été utiles pour se rendre là, vraiment apprendre et à vraiment bâtir la culture. Mais là maintenant, on expose un problème à la fois, puis on le règle, puis on passe au suivant. Donc, des questions? On doit avoir un peu de temps pour des questions. Ouais, pour poser les questions, il y a un micro qui va circuler. Comme ça, on pourra vous entendre dans le recording, poser vos questions. Ouais, comment vous gérez la synchronisation entre les différentes équipes, puis quelle équipe va s'attaquer à quel problème en particulier? Ça, honnêtement, on voit ça à la semaine. C'est sûr qu'on favorise certaines équipes plus en charge d'un domaine d'affaires plus précisément, mais encore là, c'est l'entraide. Si
Une équipe, en fait, ce qu'on essaie de faire surtout, c'est vraiment de l'open source, à même la compagnie. Fait que c'est, oui, chacun s'occupe un peu plus de son projet, mais si quelqu'un a besoin d'aide, si on a un nouveau problème qu'on veut régler maintenant, mais que l'équipe du domaine d'affaires est occupée, on le donne à quelqu'un d'autre. On fait beaucoup de code review. Tout le monde révise le code de tout le monde. Puis vraiment, ça fait en sorte que tout le monde apprend aussi de tout le monde. Donc, tu peux aller committer vraiment dans du code d'un domaine d'affaires qui ne t'appartient pas, que tu es moins familier, mais tu vas avoir des revues de code, puis aussi tu vas leur parler. Ils sont sur le même plancher. Tu vas leur parler avant dans ton grooming, tu peux les inviter à ton grooming, puis vraiment, c'est vraiment l'entraide là, qui est la clé là-dedans. Autre question? Vous avez intégré le QA, les BD, à peu près tout le monde dans l'équipe de dev. Je vois que le UX reste séparé. Est-ce qu'il y a une raison quelconque? Est-ce des skills que vous ne voyez pas qui se mélangeaient ou c'est... Ben, c'est sûr que c'est une expertise en soi. C'est sûr que c'est un autre mindset aussi. C'est sûr que les développeurs suggèrent des choses aussi des fois, suggèrent ce qu'on est capable de faire. Des fois, on propose d'autres technologies aussi, mais encore là, c'est le travail d'équipe. On essaie d'y arriver. Mais oui, c'est un skill set qui était qui est plus difficile à assimiler, là, je dirais. Là, mais honnêtement, ça se complète bien. Ça se complète bien. Comment est-ce qu'on est là? Ben, moi, ce que j'aime bien, en tout cas, l'interaction qu'on a avec UX actuellement, c'est que par rapport au problème qu'on a, du moins le problème qu'on doit régler actuellement, UX, je dirais, travaille de concert avec l'équipe et groom autour de ça, mais peut très bien aussi, c'est pour ça qu'on l'a gardé un petit peu séparé, travailler sur des concepts un petit peu plus haut niveau, sur définir c'est quoi notre vision de produit, parce que là, on parle d'un écosystème B2B, on ne parle pas juste d'une application, dans le sens où si on développe un UI pour une application donnée, on va essayer l'équipe de UX, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est que l'expérience usagée, d'avoir au final un client qui passe d'une application à une autre, qui puisse avoir un petit peu cette homogénéité de passer d'une app à une autre. Et ça, on parle plus de vision UX. Donc, c'est toujours leur donner l'opportunité de rester un petit peu sur le site, travailler sur leur dossier pour définir une vision à plus long terme, mais travailler, je dirais, au day-to-day avec l'équipe de dev pour pouvoir solutionner des problèmes UI au day-to-day. C'est ça un petit peu la relation qu'on a avec UX. Merci. Je l'ai bien dit, Joël? Parfait, merci. Elle m'a dit merci. Ah, il y a une question. Là, il y en a une ici. Dans votre backlog, là, quand vous avez un très, très gros morceau, est-ce que vous vous dépêchez à le détruire en petits morceaux ou bien vous ramenez un peu votre point PMO ou il va gérer ça un peu comme un projet contre? Ben, honnêtement, on ne planifie pas trop loin. Je veux dire, oui, on a un roadmap pour qu'est-ce qu'on souhaiterait faire peut-être à plus haut niveau, mais dans le détail, on planifie 2-3 semaines d'avance, gros maximum. Même des fois, on est le vendredi, puis c'est là qu'on décide ce qu'on fait la semaine prochaine. C'est quel problème qu'on attaque. Puis à ce moment-là, oui, c'est là qu'on divise très petit. Puis c'est sûr que Lean, c'est ça qui nous a appris aussi à bien diviser le travail, puis bien vraiment livrer des morceaux rapidement afin d'avoir un cycle time très bas. Fait que Lean nous a vraiment appris à faire ça. Donc, lorsqu'on voit un problème, c'est super rapide maintenant, vraiment bien le diviser, en diviser petit. Puis, si même après, on commence le dev, on voit que c'est un peu trop gros, on a tout de suite le réflexe de dire, bon, cette semaine, on peut livrer ça. Demain, je peux livrer ça, puis la semaine prochaine, il me semble qu'on peut livrer ça. Donc, c'est plus ça fait partie de la culture maintenant, je dirais, non pas des processus ou de l'organisation. Là. Pardon? Oui, c'est ça l'affaire aussi. C'est sûr qu'on n'est pas allé dans ce détail-là, mais on a des feature toggles aussi. Donc, il y a donc lorsqu'on fait des features, il y a certains features qu'on ne veut pas montrer tout de suite parce qu'on juge que ça fait une expérience un peu moyenne des fois de voir un quart de feature en production. La façon qu'on marche, c'est qu'honnêtement, on vise à toujours shipper du code vu la taille d'équipe qu'on est. Tu as 2 lignes de code, ils marchent, sont testés, push-les en production. Puis, mais cache-les derrière un feature toggle dans certains cas. Donc, c'est là qu'on regarde avec Product puis l'équipe UX, qu'on décide, bon, est-ce que là, c'est prêt à être activé ou pas. On est quand même capable de l'activer pour certains clients afin d'avoir du feedback, même si ce n'est pas rollé out à tout le monde. Mais on ship quand même, puis après ça, on va chercher du feedback le plus qu'on peut. Là.
La touche project management par rapport à ce que dit JP, je dirais que la valeur ajoutée qu'on essaie d'amener plus project management, comme je disais, c'est remonter un petit peu en amont. Donc, par exemple, la semaine dernière, avec JP et quelques personnes, on était à Scottsdale, en Arizona, où là, finalement, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'on avait comme chaque bureau qui arrivait avec leur vision, leur roadmap de qu'est-ce qu'ils voulaient adresser à court, moyen et long terme. Donc, nous, je dirais, côté gestion de projet, on va acter plus à ce niveau-là. Donc, exemple, d'ici les prochaines semaines, toutes les équipes auront présenté un petit peu leur plan et c'est sûr et certain qu'il va y avoir des dépendances. Parce que quand on parle d'un business flow et de la complexité qu'on a à gérer, du moins la complexité que nos clients ont à gérer au day-to-day, comme je disais, leur user journey, ce n'est pas juste une application, c'est across the board. Ça part du moment où tu gères ton événement jusqu'au moment où tu vas closer ton événement et tu vas faire ta réconciliation. Donc ça veut dire que les personnes impliquées côté clientèle peuvent être amenées à, je dirais, interagir dans diverses applications. Et donc là, il peut y avoir un impact de ce que nous, on livre day-to-day qui peut avoir un impact sur notre équipe. Donc c'est pour ça que ce qu'on essaie de faire avec l'équipe produit, c'est d'avoir un petit peu un alignement à vision, c'est ça, moyen et long terme. Et nous, gestion de projet, c'est essayer de travailler un petit peu à ce niveau-là. Et aussi, l'aspect coaching, je dirais, c'est de travailler, comme on disait, sur le outcome. Comme on voyait ce matin, souvent, c'est très, très difficile de pouvoir quantifier l'outcome. Donc, c'est aussi de travailler un petit peu avec nos équipes, essayer d'amener un peu cette notion de coaching, de dire comment on peut mesurer l'impact de ce qu'on livre au day-to-day. Et c'est aussi un petit peu de travail avec ça. Et à chaque vendredi, exemple, on fait des reviews avec notre senior leadership team pour leur faire voir l'avancement. Et moi, côté gestion de projet, ce que j'essaie d'amener, c'est un petit peu tout un panel de métriques qui permet de faire voir, je dirais, la rétention des clients par rapport à tel ou tel feature set. Donc, c'est un petit peu cette notion-là qu'on essaie de mettre en place. Et on fait vraiment un switch d'un mode, je dirais, output vers vraiment un switch vers un mode outcome. Et c'est là où je pense qu'on amène une meilleure valeur ajoutée, je pense, à l'écosystème. Exact. Donc, je pense qu'on est fini le temps. Bon, on est fini. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. On est disponible à la pause au 5 à 7. Sinon, LinkedIn aussi. Oui, LinkedIn, si vous avez des questions. Merci. Merci.